Aujourd'hui, on découvre le métier de médecin généraliste avec Perrine Sichel. C'est parti! J'y vais. Bonjour, je m'appelle Perrine, j'ai 32 ans, je suis médecin généraliste à Bordeaux depuis 4 ans. J'ai passé 2 diplômes universitaires, un de gynécologie et un de pédiatrie pour étendre un peu mon activité de médecine générale. Et t'as toujours voulu être médecin? C'est une vocation ou c'est une rencontre ou c'est quoi ton histoire? La médecine, c'est pas une vocation, mais en terminale, je me suis dit tiens, si je faisais médecine, si j'essayais, parce que je m'en croyais pas forcément capable. J'ai passé un très bon lycée sur le plan des amis, mais j'étais pas forcément la meilleure élève. J'ai mon papa qui m'a poussée en me disant qu'il me pensait capable de le faire, donc j'ai essayé et j'ai réussi. Je peux y aller là? Ouais, vas-y. Okay. Donc une journée type en médecine générale, alors il faut d'abord commencer par dire qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble, forcément. Je commence mes consultations à 8h30. C'est une consultation toutes les 15 minutes, sauf pour la gynécologie et la pédiatrie, où ça sera du coup 30 minutes. Entre midi et 2, je vais faire les visites à domicile ou en EHPAD. Donc je vais voir mes patients qui ne peuvent pas se déplacer pour renouveler les ordonnances ou les examiner s'ils ont eu des soucis, des chutes, etc. Je reprends les consultations à 14h, après avoir avalé un sandwich rapide et je termine, tout dépend, vers 17h pour aller récupérer du coup mes enfants. Il y a quand même une activité aussi de paperasse, beaucoup. La comptabilité de la journée, les prises de sang qu'on a prescrites, qu'il faut lire, vérifier qu'il n'y a pas de soucis, rappeler les patients quand il y a des soucis, les analyses d'urine, les prélèvements vaginaux, les frottis aussi que je reçois, les courriers aussi, les courriers des patients qui ont été hospitalisés. Donc il y a beaucoup d'à côté en fait en médecine qui ne sont pas la consultation à proprement parler. Du coup, quand tu dis que tu termines à 17h, tu termines tes journées ou tu termines tes consultes à 17h? Je termine mes consultations à 17h. D'accord. Tu fais des semaines de combien d'heures à peu près? Alors moi je travaille pas le mercredi et je dirais 40 heures en fait, 40 heures plutôt de consulte, ouais. Une dizaine d'heures par jour. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? J'aime le contact et le lien que je crée avec les familles. Étant donné justement que je fais de la gynéco, de la pédiatrie, j'ai cette chance de pouvoir suivre les mamans enceintes jusqu'à un certain stade de grossesse. Elles viennent me voir avec leur petit bébé tout juste né. Et puis après, je les suis sur des problématiques. Ça, vraiment, c'est ce que j'aime en médecine générale. Et c'est très marrant parce que pour la petite histoire, c'est le médecin qui suit ma fille et également la fille de Miguel. Voilà. Question posée, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Peut-être les documents très longs à remplir, les dossiers MDPH, les PAI. Je le fais de bon cœur, mais c'est pas ce que je préfère dans mon métier. J'imagine. Alors, comment est-ce qu'on devient médecin généraliste? Pour devenir médecin généraliste, il faut faire des études de médecine, donc passer un bac général, passer le concours. Alors encore une fois, ça a changé, mais il faut passer le concours de la première année de médecine. C'est-à-dire, par défaut, tous les gens qui veulent peuvent rentrer dans la première année, mais c'est à la fin de la première année qu'il y a un concours, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc à l'époque, c'était le cas. C'est pour ça qu'on était très nombreux en première année de médecine à la fac. Et donc, c'est quoi la suite des études? Et donc, la suite des études, donc il y a une deuxième, troisième année de médecine qui sont plutôt classiques, où il faut travailler, mais je dirais globalement de manière normale par rapport aux autres études. Et ensuite, en quatrième année, on rentre en tant qu'externe, du coup. Et donc là, on va avoir un stage à l'hôpital le matin et l'après-midi, on est en cours ou à la bibliothèque pour travailler. Et on va réellement, on va dire, apprendre les matières de manière approfondie sur ces quatrième, cinquième et sixième années d'études de médecine. On commence les gardes. Donc les gardes en tant qu'externe aux urgences. Donc c'est-à-dire que tu travailles, c'est des astreintes de nuit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. En gros, elle commence à mon souvenir, elle commence à 18h et elle se termine à 8h le lendemain. Et donc là, on apprend en fait à interroger, à examiner un patient, à faire une observation. Et donc on est encadré par les internes et les médecins seniors. Et on fait du coup ces gardes de nuit. Et comment tu le trouves ton stage de quatrième année? En fait, on va nous proposer un panel de stages en fonction de la matière qu'on étudie. Si on étudie la dermatologie, on va avoir plusieurs stages. De toute façon, ça sera au CHU dans la grande majorité des cas. On suit en fait les internes, les seniors, on fait la visite et on apprend en fait les pathologies. Par exemple sur la dermatologie, mais après on a des stages en chirurgie. Donc là, on va au bloc, des stages en rhumatologie, des stages en pneumologie, en cardiologie. En fait, on fait toutes les matières sur environ 2 mois. On change tous les 2 mois de stage. D'accord. Ah oui, ok. Donc la quatrième année, c'est pas l'année où
tu choisis ta spécialisation, c'est l'année où tu découvres un petit peu tout en vue de choisir ta spé plus tard. Exactement, oui. D'ailleurs, souvent, c'est assez rigolo parce qu'on se dit, bah tiens, à chaque fois qu'on change de stage, on se dit, bah j'ai envie de faire ça en fait. Donc l'externat, il dure 3 ans, 4e, 5e, 6e année. Donc on a le temps de avec bien ce voir. roulement, effectivement. Et à finalement, l'issue il de y a tellement de spécialités en médecine que même 3 ans, on aurait tendance à dire que c'est pas beaucoup. À l'issue de ces 3 années, on va passer les épreuves classantes nationales, donc l'ECN. Tous les étudiants de France, donc environ 6 ou 7 000, vont passer ce concours qui va nous donner un classement. Et en fonction de ce classement, on choisira notre spécialité. Où est-ce qu'on travaille quand on est médecin généraliste? Alors, quand on est médecin généraliste, on travaille dans la grande majorité des cas en ville. On s'installe en libéral dans un cabinet comme ici. Il y a plusieurs possibilités. Soit on est en cabinet de groupe, donc, ce qui est mon cas, où je travaille avec 4 autres médecins. On est 5 médecins généralistes. On reste indépendant dans notre manière de travailler, de choisir notre emploi du temps, etc. Ou alors, on peut s'installer seul, mais ça se fait quand même de moins en moins. Donc ça, c'est si on travaille en ville, du coup. Et il y a des places, genre on peut s'installer là où on veut, ou il y a des places limitées par quartier, par ville? Alors, pour l'instant, ils parlent quand même de mettre une restriction, mais pour l'instant, il n'y a aucune restriction. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a des médecins généralistes qui travaillent en salarié, en milieu hospitalier, dans des services de médecine polyvalente. Il y a des médecins généralistes qui travaillent en EHPAD aussi, qui sont médecins coordinateurs. Il y a des médecins généralistes qui travaillent aussi pour la sécurité sociale, dans des centres de dépistage, de prévention. Voilà, en gros, il y a quand même une certaine polyvalence quand on choisit le métier de médecin généraliste. Dans une prison aussi. Et il y a des médecins qui travaillent... Mon père était médecin d'une prison. Et on peut changer facilement de lieu? Alors, on peut changer facilement de lieu. Dans la théorie, oui. Dans la pratique, par exemple, moi, je suis installée ici. Je me suis, entre guillemets, engagée. Il s'écoule pas un mois sans qu'on ait des demandes de venir rejoindre un centre ou d'être salarié quelque part. Donc, oui, c'est possible. Et là, pour le coup, je pense qu'on est vraiment chanceux. Quand on fait ce métier-là, on n'a pas d'anxiété en lien avec le travail et le fait de perdre notre travail et de ne pas en trouver un autre. Combien on peut espérer gagner quand on est médecin, en tant que salarié ou libéral? Moi, je vais d'abord parler de moi parce que du coup, en tant que libéral, je connais mieux mon salaire. Je dirais que c'est autour de 4 500 € net. Et donc, il faut savoir que du coup, sur une consultation de 25 €, il y a plus la moitié qui part en charge, soit les charges donc fixes du cabinet, le loyer, l'électricité, la secrétaire, etc. Et les charges, du coup, la caisse des retraites des médecins et l'URSSAF. Globalement, je dirais que c'est autour de 4 500 €. Les mois où je travaille moins, je gagne moins. Les mois où je travaille plus, je gagne plus. C'est vraiment au prorata de ce qu'on travaille pour le coup. Et ensuite, donc les médecins salariés, pour le coup, eux, ils auront un salaire fixe et du coup des congés. Ça, pour le coup, les salariés, je sais pas trop. Je dirais que ça commence à 3 000 € et ça va jusqu'à 5 6 000. Après, c'est des échelons et je crois que c'est vraiment presque public. Par exemple, pour les salariés du CHU, on peut voir la grille de salaire sur Internet. Il y a 5 minutes, tu as dit à Camille qu'il y avait des stages pendant les études. Est-ce qu'on est payé pendant ces stages? Alors, tout à fait. On est payé pendant ces stages. Alors, quand on est externe, ça reste quand même très anecdotique. Je ne sais pas si le salaire a été revalorisé depuis, mais j'ai des souvenirs d'une 30aine d'euros la garde. Donc, c'était un peu moins de 2 € de l'heure. Et quand on est interne, on a un salaire qui ressemble un peu plus à quelque chose. On va dire qu'on est au SMIC, quoi. Alors après, on bosse quand même beaucoup. Je crois qu'on est à 1 200, 1 300 € par mois. Et on rajoutera un peu plus par rapport aux gardes qu'on fait, où là, pour le coup, on sera payé un peu plus que 2 € de l'heure. Ça reste quand même des salaires qui sont en dessous de 2 000 € par mois. Là où, par exemple, moi, mon stage aux urgences, il y avait des semaines où j'étais à 100 heures par semaine, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ton métier, auquel tu t'attendais pas, auquel tu t'attendais pas? Les difficultés auxquelles sont confrontés les gens, la précarité. Il y a beaucoup de précarité, même dans le quartier dans lequel on est. Et c'est vrai qu'on ne nous forme pas forcément sur les aspects plus sociaux, en fait, et beaucoup de souffrances psychologiques. Beaucoup de souffrances psychologiques sur laquelle, pour le coup, on n'a pas forcément été formé. Tu dirais qu'il faut avoir quelle qualité pour devenir médecin généraliste?
Alors, il y a une grande qualité qui, pour moi, est primordiale. Après, on a tous une manière différente d'exercer la médecine générale, bien sûr. Mais c'est l'empathie. Ça m'avait pas mal marqué, en fait, parce que j'ai été interne donc aux urgences du CHU. Et on a une manière très différente d'appréhender les patients, parce qu'aux urgences, le but, c'est d'éliminer l'urgence. Mais on va pas du tout avoir ce rôle de médecin généraliste. C'est vrai qu'aux urgences, moi, j'étais pas encore médecin généraliste à l'époque, on avait tout le temps cette phrase de dire aux patients: on a éliminé ce qui est grave, allez voir votre médecin généraliste maintenant. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai que le médecin généraliste, il a ce rôle, une fois qu'on a éliminé ce qui est urgent, d'essayer de se mettre à la place du patient, de trouver quelle est cette problématique, cette douleur pour laquelle on n'a pas trouvé quelque chose de grave, mais qui l'invalide quand même au quotidien, d'essayer de trouver une solution contre cette douleur. Après, je dirais, voilà, l'organisation, pour éviter d'avoir 3/4 d'heure, 1 heure de retard, arriver éventuellement à recadrer les patients, à leur dire qu'au bout du 10e motif, peut-être que ceux-là, on les réglera la prochaine fois et qu'on va essayer de se focaliser voilà, sur les 2-3 premiers motifs, quoi. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu as un métier difficile? C'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que mon métier est difficile? Parfois, il l'est. Quand on est confronté à des choses tragiques, quand on est confronté à la mort, quand on est confronté aux annonces de maladies graves, à des choses qui sont pas dans l'ordre des choses. Hein. Après, il est autant difficile qu'il est beau, en fait, parce que justement, on est au plus près des familles et des patients. Voilà, moi, en tout cas, je l'aime, mon métier, donc je le qualifierais pas de difficile, mais il peut l'être parfois. Il y a des journées qui peuvent être difficiles, ouais. Bon, bah, tant que t'es là, Miguel, je vais te prendre l'attention. Oui. Parce que bon, moi, j'ai fait plus de sport que Camille, mais apparemment, elle pense que... T'as dit quoi? T'as un meilleur quoi? Pouls? Non, moi j'ai un meilleur pouls. Tu peux pas parler, c'est un temps le Bah si, non? Bah, juste au moment où j'écoute, effectivement, je dose 8. Alors, je confirme que le pouls est très, très lent, hein, celui de Miguel. Ouais. Allez, vas-y, ton tour. Attends de voir. Je prends les deux. On m'appelle le paresseux. Ah J'ai ouais. mon pouls d'hiver. Ok. Voyons. Alors, je ne l'ai pas mesuré directement, mais avec la prise de tension, on entend le pouls et on voit quand il est plutôt lent ou plutôt rapide. J'ai 12,7, mais ça reste dépend bien. Ah. Et le pouls? C'est moi qui gagne quand même, non? Mais ouais, je pense. Mais on va voir, on va le mesurer. Très mignon ce petit. Ouais, c'est pédiatrique encore. C'est Ah. Il faut que je filme ça. 73, 68, voilà, ça c'est plus... Là tu me vois pas, je suis en train de méditer. Et voilà, là c'est lent. C'est bon, 56. C'est vrai, en vrai ça baisse là? Ouais, mais d'ailleurs c'est c'est bon. impressionnant parce que c'est passé de 100 à 57 en moins d'une minute, quoi. Donc comme quoi, je pense que tu as un Allez, hop. contrôle quand même sur toi. À moi. Je Et dis pas ça, elle assez, va y croire. Mais tant mieux, vous êtes en bonne santé. Les Mbappé du tournage. Yeah. J'aime bien ce surnom, on va le garder. Ah, 58. Mais c'est quoi ce... Ça, c'est la saturation en oxygène. Donc, normalement, c'est 98, 99, quoi. Puis quand on commence à avoir des soucis, qu'on est fumeur, etc., on passe en dessous de 90. Mais là, on est hospitalisé et on est sous oxygène, quoi. Ah oui, 50. Putain, c'est Mmh. fou, hein. Filme. Non, c'est bon, j'ai déjà fini, on a 7 points de coupe. Est-ce qu'on profite de ce plan-là, quand même, pour parler du futur de ton métier? Ceux qui disent que la médecine va mal disent que, en gros, on va tous être salariés dans des centres payés par des mutuelles et que ça va plus être cette médecine-là. Mais moi, j'en sais rien, en fait, pour être très honnête. Moi, je me vois très bien, dans 10 ans, pratiquer la même médecine avec des patients peut-être un peu plus âgés, parce que c'est les patients Tu suis. Ouais. qui me Ce suivent. sera nous, quoi. En fait, Par exemple. Mais quand tu dis salarié en structure, c'est quoi, un modèle un peu à l'américaine? Oui, voilà. Ouais. Un modèle un peu à l'américaine où le patient paye sa mutuelle assez cher et en gros sa mutuelle gère un centre et donc il va voir son médecin, il paye 1 ou 2 euros, mais en fait il paye déjà très cher sa mutuelle et nous en fait on sera salariés dans des centres comme ça. Voilà. Oui, mais ça arriverait genre si la sécurité sociale disparaît, par exemple. Beaucoup de médecins qui font grève aujourd'hui disent qu'il faut qu'on se déconventionne. Parce que là, en fait, actuellement, on est dans un système où on est conventionné par la Sécu. Ça veut dire qu'on a signé une promesse avec la Sécurité sociale. Typiquement, moi, je consulte en secteur 1 parce que je suis médecin généraliste et que j'ai pas fait d'assistanat, mais il y a des médecins généralistes qui font des assistanats et qui consultent en secteur 2, du coup.
Et donc, je promets à la Sécu que je ne vais pas faire de dépassement à mes patients. Que quand ils viennent me voir, je leur fais vraiment régler 25 € et je leur fais pas régler 27, 28, 30 et je me le garde pour moi. Et donc, comme je pratique ça, la Sécu rembourse mon patient, me rembourse moi et je reste dans le système. Et j'ai aussi des objectifs à atteindre. Il faut pas que je prescrive trop d'arrêts, trop d'antibiotiques, trop de... En gros, on est un peu pisté sur tout ce qu'on fait. Ah oui. Et on n'est pas sanctionné, mais par contre, on est rémunéré. On a ce qu'on appelle le ROSP. Donc, c'est rémunération sur les objectifs de santé publique. Ah bon? Et donc, en fait, on a effectivement un petit forfait. Donc, le fait que je sois dans un cabinet avec une secrétaire, ça me donne des points. Le fait que je prescrive pas trop d'antibiotiques, ça me donne des points. Le fait que, je sais pas moi, que j'ai du matériel connecté, ça me donne des points. Le fait que je télétransmette, que je fasse pas des feuilles de soins papier et que je télétransmette tous les soirs. Le fait que tu sois un peu à jour des nouvelles technologies. Exactement. Et que tu Mais fasses ça, en pas fait, trop ça me donne des points qui fait que du coup, je touche à un forfait annuel qui est d'environ, je sais pas moi, 8 000 €. Si je fais tous les points, quoi. D'accord. Et on touche aussi par patient qu'on a, genre 5 € par enfant, 5 € par adulte, 10 € ou 15 € par petit papy ou petite mamie. Ouais. Et donc, les médecins critiquent beaucoup ça parce qu'ils disent qu'ils nous tiennent un peu... en gros, voilà, je ne vais pas prescrire trop d'antibiotiques parce que... en gros, on ne paiera pas d'amende, mais on ne touchera pas cet argent. Mais finalement, c'est pas si mal, non? Voilà, il y a beaucoup d'enjeux en fait, de santé publique qui sont quand même assez cohérents. Oui. Et donc, c'est assez naturel finalement ce ROSP sur pas mal de choses. Mais ils en profitent forcément pour mettre des choses qui les intéressent et qui font évoluer la santé comme ils ont envie que ça évolue, quoi. Comment tu vois ton métier évoluer dans 5 à 10 ans? Notre métier, le but, c'est de se réadapter parce qu'en médecine, de toute façon, ça évolue énormément au fil des études, au fil de l'avancée un petit peu de ce qu'on découvre. Donc déjà, c'est continuer à bien me former. Pourquoi pas refaire d'autres DU. Attends, explique-moi du coup ce que c'est un DU pour toi. Parce que tu nous as dit en intro que tu avais donc un diplôme universitaire de pédiatrie et un autre de gynécologie. Oui, tout à fait. Alors le DU, du coup, c'est un diplôme universitaire ou diplôme interuniversitaire. C'est ouvert à tous les médecins, donc à partir de l'internat, donc médecin, non pas forcément docteur, hein, donc on peut le faire en tant qu'interne. C'est ce que j'ai fait avec la pédiatrie et la gynécologie, je les ai fait en tant qu'interne, j'étais pas encore thésée. Et en fait, le DU, c'est une formation qui dure 1 an, généralement. Après, encore une fois, ça dépend des DU, avec 2-3 jours de formation par mois. D'accord. Où les spécialistes viennent... En gros, on a des cours quoi, pendant 2-3 jours et à l'issue de ça, on a un examen. Parfois, on a une formation aussi pratique. Et donc, voilà, on valide ce DU. Mais en tout cas, voilà, oui, les médecins généralistes, on est globalement polyvalents et c'est sûr qu'avec l'évolution de la médecine, on va nous demander de l'être, je pense, de plus en plus. Que ce soit pour la psychiatrie, que ce soit pour la dermatologie, bon, la gynéco, on en a parlé. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on tend, oui. Ah bah c'est une bonne nouvelle, ça, non? Très bonne nouvelle. Je sais que bon, les DU, c'est pas un passe-droit. Alors c'est vrai que moi, typiquement, voilà, la pose de stérilet, je l'ai appris en DU à poser un stérilet. Je pense que n'importe quel médecin généraliste qui se dit bah tiens, moi je veux faire des frottis, je veux poser des stérilets, peut le faire. Il va à l'hôpital, on va dire en officieux, il va suivre son pote gynéco et puis il regarde 3 poses de stérilet et puis il se met à le faire et plus il va le faire, plus il va être bon là-dedans et puis on n'a pas le droit de le faire parce qu'on n'a pas le DU. Oui. T'as juste pas envie d'être la première patiente qui pose. Mais le truc, c'est que tu le sais pas. Oui, bah heureusement. Parce que moi aussi, j'ai eu ma première patiente au cabinet. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Mais elle le savait pas. Perrine, merci de nous avoir reçus, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Si jamais vous avez appris des choses, si ce reportage vous a plu, bah mettez des likes, mettez des commentaires, abonnez-vous, ça nous fera plaisir.